Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le morning meeting. Alors, on va faire bref. Sous vos yeux, l'avertissement sur les risques liés au trading. Lisez-le. Et on va surtout commencer donc par ce qui va vous impacter demain si vous êtes client chez FXM, que vous ayez des positions ouvertes ou fermées. Donc je vais vous demander une petite minute d'attention. Alors, les marges vont augmenter sur les CFD, sur le Forex, d'accord, en lien avec le risque politique en Europe, notamment donc la semaine prochaine le référendum britannique. Vous devez être au fait de ces choses-là parce que si vous avez des positions ouvertes et que bah voilà, la marge utilisée correspond à un instant T, dès lors que les marges augmentent, ça ne peut plus, il est possible que tout d'un coup vous soyez en appel de marge. D'accord. Donc ça, il faut que vous calculiez ça. Euh, il faut bien regarder dans vos positions ouvertes les actifs qui sont concernés. Donc, vous avez ici tout le détail sur un article du site DailyFX, je vous redonne le lien. Et faites attention, si vous avez des doutes, que vous avez un portefeuille avec un certain nombre de positions ouvertes, et que vous vous demandez si une fois les marges augmentées, vous n'allez pas être clôturé sur un appel de marge, appelez-nous et on regardera donc voir si c'est bon. Donc, en tout cas, c'est bien sûr donc une mesure de précaution par rapport au risque politique, notamment donc la semaine prochaine le référendum au Royaume-Uni. Pour les CFD, vous avez ici donc tout le détail. J'ai simplement mis dans l'article une capture d'écran pour un compte en euros, mais vous avez tous les détails pour les CFD en cliquant sur ce lien. Et en seconde partie de l'article, vous avez les augmentations de marge sur le Forex, avec différents paramètres. Et vous cliquez ici, ce qui vous donne donc accès à tous les liens, notamment donc sur les paires en GBP, mais pas seulement. Donc faites attention à ça pour éviter un appel de marge qui serait dommageable parce que voilà, vous n'auriez pas pris connaissance de ces modifications. Alors c'est demain soir, vendredi 17 juin, et il y aura donc à nouveau une mise à jour le 24 juin 2016, donc au lendemain du référendum britannique. Voilà, donc tout ça bien sûr c'est passager. Ça ne va pas s'installer dans le temps, mais prenez le temps de regarder ces tableaux. Je ne sais pas si vous avez 4-5 lignes sur le FX ou plusieurs positions ouvertes sur les indices boursiers, plus des positions ouvertes sur le GBP. Faites attention, surtout si vous êtes limite sur la marge utilisée. Alors, donc voilà, ça c'est l'article en page d'accueil, je vous invite à le lire. Moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, mais on en a déjà beaucoup parlé dans le Good Morning Euro Dollar, ce sont les nouvelles anticipations de la Fed, donc qui révise légèrement en baisse sa projection de croissance économique, légèrement en baisse ses anticipations sur ses propres taux. Par contre, l'inflation, non, elle maintient ses anticipations d'inflation. Alors, c'est là où il faut faire attention parce que cet après-midi, on a l'inflation à la consommation aux États-Unis. Donc, de ce côté-là, la Fed s'inquiète pas trop. Pourquoi? Parce que si vous prenez le prix du pétrole maintenant, il y a un an, il était tout en bas. Donc, c'est qu'il y a un effet de base qui pourrait faire remonter l'inflation. On verra. En tout cas, donc, on en a beaucoup parlé ce matin. Ça a 1000 dollars sous pression, cette réserve fédérale. En plus, Janet Yellen, dans son discours, elle a parlé du Brexit. Bref, la probabilité implicite de voir la réserve fédérale relever ses taux en juillet a chuté à 6%. Autant vous dire que c'est rien du tout et que désormais on retrouve on retrouve les plus grosses probabilités implicites, c'est le plus importante pour la Fed, eh bien en 2017, voilà, sur février 2017. Bon, il est quand même possible que cette année elle relève au moins une fois ses taux par crédibilité. Donc moi ce qui m'intéresse bien sûr c'est l'once d'or, vous l'avez ici sous les yeux, c'est propre. Ça fait partie ici de nos rares stratégies de moyen long terme parce que c'est difficile dans l'environnement actuel d'arriver à trouver des stratégies de moyen long terme. Bon là il s'avère que les paires en yens ça relance, notamment GBP yen, euro yen, etc. On va en reparler, mais il faut comme aussi à se méfier de l'USD yen. À un moment ou à un autre, la Banque centrale du Japon elle va intervenir. Sur du 100-101, elle va pas laisser le yen s'apprécier comme ça. Depuis les 125 yens, ça en fait un sacré pourcentage d'appréciation. Bon, le gold. Sous vos yeux, un graphique weekly. Je commence par les matières premières, vous venez d'en parler, mais je remets une petite couche. J'apprécie énormément l'analyse technique du gold. Pour moi, on a repris cette jambe de hausse du premier trimestre, un range et on réengage. J'envisage une remontée cet été, à horizon de prochaine semaine, 1340-1385. C'est possible que ça continue de progresser d'ici le jeudi 23 juin. Ayez par contre conscience d'une chose, imaginons, on monte jusqu'à 1340, veille du référendum britannique, et le Royaume-Uni reste finalement dans l'Union Européenne, remain, forcément ça va revendre, il y aura un mouvement de retour, on pourra revenir à 1300, donc, parce que voilà, il y a quand même dans la hausse de l'once d'or montait au premier trimestre, pour d'autres raisons,
Mais il faut quand même admettre que dans la hausse récente de l'once d'or, c'est pour beaucoup le référendum britannique. Donc, techniquement parlant, maintenant, c'est propre, on sort par le haut d'un canal baissier de momentum, c'est donc haussier sur le momentum, cassure haussière des 1294. Il faut que ça se confirme bien sûr ce soir, mais c'est quand même bien parti, et notamment en semaine. Le pétrole qui ne réagit pas favorablement sur cette ligne de tendance haussière. C'est pour ça que le SDK monte aussi. Le pétrole est sous pression, mais en même temps, voilà, il a doublé, il a atteint 51 $. Il va pas rechuter à 25, hein, mais on va s'installer, je pense, dans une zone d'équilibre. La ligne de tendance disparaît, donc je pense qu'on va s'installer dans un range. Si vous vous mettez en cours de clôture ici sur l'US Oil, voilà, c'est possible qu'on se replie jusqu'à 46 $. Et après, que le marché pourrait amorcer une stabilisation. Mais en tout cas, voilà, ça prend des bénéfices sur un marché qui a énormément monté. Alors, ce qui déstabilise les marchés ces dernières séances, c'est bien sûr la chute des taux d'intérêt. Regardez dans le CAC 40, les valeurs en chute, les financières. Une banque se rémunère sur les taux d'intérêt en grande partie. Bon, les assurances ont des portefeuilles d'obligations, elles sont même obligées, hein, d'État notamment. La courbe des taux en Allemagne est désormais négative jusqu'à 10 ans. Niveau plus bas historique pour le Bund à 10 ans. Alors là aussi, ça fait partie des éléments qui attirent des flux vers des actifs refuges comme l'once d'or, parce que le papier obligataire souverain, notamment des pays bien dotés, ça rapportait pas grand-chose, mais là, du coup, il y a une ponction d'intérêt. Courbe des taux négative jusqu'à 10 ans, donc en Allemagne. Alors, l'euro-dollar, j'avais hier une stratégie haussière au-dessus de cette ligne de tendance Charty, ça a bien fonctionné. Ce matin, j'ai mis en évidence la MM50 et les 1,13. Alors, la chose qui me dérange, alors déjà, le dollar US ne chute pas depuis la Fed. L'once d'or progresse pour l'aspect refuge, mais le dollar US recule légèrement, hein, c'est pas la chute libre. Malgré tout, on est quand même dans le sillage toujours sur le dollar US des mauvais chiffres du marché du travail. La Fed va pas relever ses taux en juillet. Bon, il y a beaucoup de statistiques, mais notamment celle du 1er juillet. Aujourd'hui, aux États-Unis, le marché va surveiller le taux d'inflation. Si vous regardez hier en détail les nouvelles projections macroéconomiques de la Fed, elles ne touchent pas à ces anticipations d'inflation. Donc c'est peut-être bon, c'est quand même un sujet important. Mais là, regardez, le consensus Bloomberg, c'est 2,2 pour l'inflation sous-jacente, 1,1 pour la globale. 2,2, ce serait une accélération par rapport au mois précédent. Donc il peut y avoir là, à travers cette publication du taux d'inflation aux États-Unis au mois de mai, un facteur de rebond sur le dollar, sauf si bien sûr le chiffre déçoit. Alors, le mois de mai il est important parce que c'est en mai que les créations d'emplois ont déçu, c'est en mai que certains indicateurs d'activité américains ont déçu. Qu'est-ce que va nous donner l'inflation en mai? Oui, mais c'est pas réellement, on peut pas raisonner comme ça. La production industrielle en mai, c'est voilà concrètement ce qu'on a produit en mai, etc. Le niveau de l'inflation en mai, ça va juste être le taux de croissance, le taux de variation par rapport à mai 2015. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de création d'emplois en mai que l'inflation va reculer. Le taux de chômage, il n'est pas dans les indices d'inflation à la consommation, d'accord? Donc, il faut faire attention à ça. C'est possible que le chiffre soit quand même solide. Ça pourrait un peu relancer le dollar US. L'euro-dollar, de toute façon, est sans tendance depuis des mois et même à court terme. On arrive à attraper des trades de 50, 60, voire 70 pips et ça devient difficile de faire davantage. Donc belle reprise hier, bon c'est pas réellement un biseau, hein. J'exagère en disant ça, c'est une ligne de tendance qu'on a cassée. Alors éventuellement je suis en train de me demander si là on serait pas en train de construire une espèce d'épaule, tête d'épaule inversée sur l'eurodoll, dont l'épaule gauche se situerait donc dans cet intervalle. Donc on a ici tout d'abord la mèche, et là on va prendre le cours de clôture. Voilà. Alors pourquoi pas? Dans l'immédiat, hier le marché a acheté l'eurodoll avec la Fed, le statu quo, le Brexit, l'abaissement, léger abaissement de certains objectifs économiques. Maintenant cet après-midi c'est l'inflation US, elle est attendue solide, j'ai le sentiment qu'en amont on va se replier vers 1,1245, voire 1,1230, 2, peut-être un peu bas ça, 1,1245, et on pourrait éventuellement avoir ici une structure en épaule, peut-être épaule inversée, on n'en est pas là, hein, on n'a même pas construit l'épaule droite, mais en tout cas, figure chartiste à suivre, à court terme là on va se replier. L'USD-CAD a cassé une résistance hein, à 1,2918, il est haussier l'USD-CAD, malgré la baisse du dollar légère hier. C'est le pétrole qui recule un peu, je pense que le pétrole peut encore un peu reculer. Au-dessus des 1,2918, c'est un signal positif. Bon, je suis toujours mal à l'aise moi avec le SDK à terme, mais c'est possible qu'on aille chercher cette oblique ici, sans grande conviction de ma part, hein, je dois l'admettre.
Nouveau sommet annuel du Yen Index. Vous avez sous les yeux le Yen Index. USD Yen, il est où? Euro Yen, décidément. Ah bah il est là, mon Dieu. Alors, l'USD Yen, on va faire quand même attention. Bon, cache sur support, il n'y a pas photo. Ok, cache sur support, prix baissier, RSI baissier. La BOJ qui encore ne fait rien. Kuruda qui rappelle que pas de monnaie hélicoptère, pas de monnaie hélicoptère. C'est étonnant que depuis un an maintenant, la BOJ laisse le yen s'apprécier. Alors, bon, il y a bien sûr l'aspect refuge du yen. Techniquement parlant, je pense qu'on va se replier entre 101 et 103. 101 et 103 yens, c'était un range à l'époque. Par contre, c'est clairement une zone de prix où la BOJ pourra amorcer quelque chose. Plus l'USD yen baisse, plus la probabilité d'une action de la BOJ augmente. Donc plus l'USD yen baisse, plus les stratégies de vente peuvent être risquées du fait qu'à tout moment, on pourra avoir un décalage rapide suite à une annonce donc de la Banque centrale. Alors faites attention quand même, après techniquement, on probablement baisser davantage vers 101,8, alors déjà le haut du range qui est à 103,09. En données 4 heures, bon bah voilà, on a fait grosse rouge, une mèche basse, donc là on va faire un rebond. On va faire un rebond, voilà, grosse rouge, le marteau, petit retracement, dollar remonté à 105,54, je ne suis pas sûr. Mais voilà, si le dollar US est soutenu par les chiffres de l'inflation, on peut retracer un petit peu. Ça pourrait être un pullback à 105,54, on verra. J'ai pas de stratégie moi sur. Enfin ici, je vais pas me cacher. Hier j'avais une stratégie. Alors j'avais trois stratégies. Toujours la hausse de l'once d'or, l'achat de l'eurodoll, ça a bien marché. Et aussi une stratégie sur l'USD yen complètement validée, mais qui avait comme avantage d'avoir un money management hyper serré. J'avais bien insisté sur le fait que sous 105,54, il n'y avait plus aucune raison d'y être, que c'était même pas acceptable, qu'il fallait clairement sortir. Donc voilà, on peut aller chercher des niveaux horizontaux de chartistes aisément dans le passé pour trouver des objectifs de cours. Le NZD USD, résilient, mais dans l'autre canal, je suis pas très inspiré. Le GBP USD, je ne vais pas vous dire grand chose, hormis vous rappeler que les marges vont augmenter demain, avec tout le détail sur le site d'AliFX, je vous ai donné le lien dans le chat. Attention au GBP, étonnamment la paire est assez anémique, il ne se passe pas grand chose à différence de l'euro-dollar ou des paires majeures. Le dollar US a été légèrement sous pression, vous voyez donc cette petite bleue du GBP USD. Mais voilà, c'est... Je pense quand même qu'avant le référendum, on a un marché qui va baisser vers 1,40, 1,40,50. Alors je sais pas quelle figure, en intraday on fait pas de figure particulière. Mettre en cours de clôture, ça ressemble à rien du tout. Mais voilà, ça reste sous pression. GBPN objectif atteint à 147,10. Voilà, c'est un bel objectif d'analyse technique. Le taux de change euro-yen toujours bien baissier. Alors jusqu'où peut aller l'euro-yen? On peut aller chercher là aussi des niveaux passés, on brise un certain nombre. Il y a un pivot très fort sur l'euro-yen. Imaginez qu'on revient au point d'accélération de 2012 là, donc ça c'est sur fond de BOJ. Bon, on est à 117, 111,43, peut-on revoir 111,43? C'est possible. La seule chose c'est que là, le momentum de la baisse des paires en yens s'accélère à un moment ou à un autre. Si la BOJ de toute façon elle doit intervenir, elle n'est pas forcée d'attendre une décision politique monétaire. Enfin, c'est même d'ailleurs les interventions sur le Forex se font en dehors, par les banques centrales, des réunions de politique monétaire programmées. Ce serait trop facile. Donc attention à ce que pourrait faire la Bosch, qui pourrait chercher à vendre du yen par exemple, à cette devise, et à ce moment-là faire remonter ses paires en yen. Soyez donc prudents et gérez les risques, et prenez petit à petit, si vous êtes vendeur, des bénéfices à chaque cible intermédiaire, histoire de sécuriser le capital. Alors voilà, ça c'était pour le Forex. On va parler maintenant des indices boursiers, puis après je répondrai à vos questions. Alors, je vais aussi vous donner, je retourne voir les taux allemands. Alors, la prochaine étape, ce serait que le 15 ans allemand devienne négatif. Alors, ce serait assez dingue. Là, on est à moins 0,017 sur le 10 ans, qui recule encore aujourd'hui. C'est pour ça que l'euro est un peu sous pression, hein. Il y avait aussi des éléments ce matin par la Banque Centrale Européenne. Il y a un impact négatif sur les rendements. Prenez, là, je prends toute la courbe de 1 mois à 10 ans. Toutes les échéances sont en repli aujourd'hui. On perd entre 1 et 10 points de base.
même 27 pour le 9 mois. Donc voilà, les marchés sont sous pression, en tout cas les taux d'intérêt en Europe. Alors forcément, ces taux d'intérêt en Europe qui se replient, prenez aujourd'hui, si vous avez la possibilité de le faire, allez voir un palmarès du CAC. Classez-le. Donc je prends les plus fortes baisses du CAC aujourd'hui. Technip, Lafarge, bon, les matières premières, le pétrole se replie, après avoir atteint 50 dollars, c'est logique. Et derrière, vous avez Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas, AXA. Ça d'ailleurs, ce sont à peu de choses près les plus fortes baisses depuis le début de l'année. Ça, c'est la conséquence directe de la courbe des taux de plus en plus négatif dans le temps. 8 ans, 9 ans, 10 ans. Taux d'intérêt négatif. Pour des sociétés financières qui peuvent détenir des placements qui rémunèrent par un taux d'intérêt, il n'y a plus de rémunération. Pour une société dont le business c'est d'accorder des crédits et d'encaisser la charge d'intérêt, si c'est négatif, on n'encaisse pas ou peu. Enfin bref, il y a un certain nombre de choses comme ça qui font que le secteur financier est sous pression. Et les assurances, surtout parce qu'elles ont l'obligation de leur bilan de détenir des obligations d'État, notamment donc, des pays bien notés, hein, l'Allemagne, la France, etc. Le Bund allemand, le 10 ans, compose une grande partie, notamment d'Allianz par exemple. Regardez, on va proposer des stratégies, Sylvain, sur Allianz, qui était sous pression. C'est pas surprenant. Un rendement négatif pour le Bund, pour Allianz, c'est compliqué. Donc voilà, c'est comme ça aussi que se fait le lien entre ces classes d'actifs. Et donc cela aboutit à des configurations baissières ces dernières séances sur les marchés actions en Europe. Alors par contre, le CAC a enchaîné, je ne sais pas combien de séances consécutives de baisse. Les indices US ont fait 5 séances consécutives de baisse. C'est rare à Wall Street de faire autant de séances consécutives de baisse. Alors, bon, hier, il y a eu l'amorce d'un rebond. Finalement, ça n'a pas donné. J'aurais tendance à croire, regardez le DAX qu'il a atteint. Il a atteint un support qui est quand même quelque chose à 9440. Le point bas du 7 avril. Je me demande si en H1, il n'y a pas un début de divergence. Alors, c'est risqué, c'est baissier, on est d'accord, c'est sous pression, mais j'éviterais de shorter au niveau actuel des cours. Il a bien baissé, 9441, ça va peut-être rien faire, je me trompe peut-être, c'est vrai que c'est un marché qui est sous pression. Hier j'envisageais 9690, ça a fait 9667, toutes les moyennes mobiles retombent, on fait peut-être simplement un range en attendant les indicateurs de tendance. Mais en H1, j'éviterais de le shorter, le GR30. En H4, regardez la toute dernière bougie japonaise H4, vous prenez tout le cycle baissier du DAX en H4 depuis début juin. Donc parce qu'on baisse depuis début juin, c'est sell in June and go away cette année, c'est pas sell in May and go away. Prenez donc toutes ces bougies japonaises du DAX, du GR30, on n'a jamais eu de mèche basse. Plus ou moins les chandeliers clôturaient tout en bas, à peu de choses près. Là vous avez quand même une rupture sur le dernier chandelier H4, donc depuis d'ailleurs un niveau horizontal important. Alors de la acheter, pourquoi pas, c'est un peu compliqué. En H1, peut-être une ligne PD30, c'est... Bon, en tout cas, si vous avez vendu le DAX ces dernières séances, c'est vrai que ça peut être pas mal de prendre des bénéfices. Et éventuellement, pourquoi pas envisager un long. Sans grosse conviction de ma part, mais bon, au final, regardez, on a presque eu un piège. On fait des nouveaux plus bas sous 9500. Écoutez, au-dessus de 9500, on peut éventuellement croire au rebond. En tout cas, pour gérer son risque, c'est 9500. C'est vrai que si le marché repasse sous 9500, on continue la série de creux de sommet descendants et ça sera compliqué. Donc on vaut 9534. Bon, voilà. En intraday, un rebond au-dessus de 9500. Pourquoi pas remonter vers 9600, 9630, sachant que surtout moi ce qui m'invite à envisager pourquoi pas ce scénario là, c'est quand même Wall Street qui en est à sa 5e séance consécutive de baisse et qui tient toujours les 61,8 de retracement que je vous ai montré hier, que ce soit sur le Dow ou le S&P 500. Mais bon, c'est pour l'instant simplement une baisse qui ralentit. Finalement, c'est la même chose sur les marchés actions européens, notamment sur le GR30. Mais là, purement techniquement parlant, en H1, au-dessus de 9500, regardez, on casse un support, finalement c'est un piège, on réintègre 9500. Le fait qu'on ait réintégré ces 9500 points m'invite à croire qu'on peut remonter un peu vers les 9006 par exemple, vers les 9600 points.
Alors, le CAC 40, je me demande aussi si en H4 on n'a pas le début d'une divergence haussière, donc pour un rebond technique. C'est pas encore confirmé. Il faudrait que le RSI H4 sorte par le haut de la zone de survente en dépassant 30. Surveillez ça d'ailleurs. Surveillez le RSI H4 du CAC. Mais on a fait une mèche basse sur le dernier chandelier H4, ce qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps. Donc le timing n'est pas à la vente, quoi. C'est-à-dire qu'il l'était ces dernières séances. Là, il l'est beaucoup moins, voire même potentiellement un achat agressif de rebond technique. Voilà, avec ce niveau horizontal pour gérer le risque ici sur le SP500. Mais voilà, forcément, oui, la tendance est baissière, je suis d'accord avec vous. Il y a de l'aversion au risque, il y a le référendum britannique, et encore une fois, l'augmentation des marges demain. Donc attention énormément à vos prises de position. Alors il y a des chiffres US cet après-midi. Je vais repasser sur le FX. L'inflation à la consommation, on suivra ça avec Yoav à 14h15. La possibilité, c'est que ça renforce le dollar US parce que c'est régulièrement. Vous savez, ce qui a amené la Fed à monter ses taux en décembre, c'était l'inflation. Enfin, c'était l'inflation à la consommation, le CPI. Parce que elle s'était, je vous remontrerai cet après-midi un histogramme, mais elle s'était considérablement renforcée. Alors, par contre, autant vous dire que si ça déçoit le taux d'inflation, après l'emploi, si l'inflation s'y met, là, je vous donne pas cher du dollar, qui pourrait clairement se retrouver sous pression. Mais là, voilà, vous avez la hausse de la Fed, ça retombe un petit peu avant l'inflation. Bon, 1,1245, voire 1,1232. Et bon, je commence à étudier ça, peut-être épaule, mais pour l'instant, il n'y a vraiment pas la figure chartiste. Bon, voilà, voilà. Bah écoutez, moi j'ai rien de plus à ajouter, comme dit Totof. On se retrouve, donc vous avez Sylvain à 13h et de la 13h à 13h. Moi je vous retrouve à 14h15 pour l'inflation de la consommation sur le dollar US. On reparlera bien sûr de tous ces actifs. Et n'hésitez pas, parce que là j'en vois moins, mais à poser des questions sur des paires croisées, d'autres paires de devises dont je ne parle pas, parce qu'il y en a beaucoup, je ne peux pas tout couvrir. Mais j'y réponds si vous vous intéressez si vous voulez voir le NZD Yen ou la UD4, des choses comme ça, n'hésitez pas à poser la question. Voilà, merci à tous et à tout à l'heure, donc 14h15, notez bien 14h15, merci.